Voilà, je disais souvent dans des conférences, on sera bientôt au rythme d'une guerre par an, ça paraissait une boutade, et bien en fait on y est. La France maintenant attaque le Mali, et je crois qu'une guerre par an, ça veut dire que chacun de nous a vraiment intérêt à réfléchir comment on peut repérer la désinformation, ne pas se faire piéger par les médias mensonges. Et là, c'est pour ça que je dis toujours qu'il est absolument important que chacun maîtrise ce que j'appelle les 5 principes de la propagande de guerre, parce que dans le cas du Mali, il est clair qu'on nous raconte n'importe quoi. On nous dit d'un côté que la France s'allie avec des forces islamistes en Libye et en Syrie pour renverser les gouvernements, et puis au Mali, on nous dit qu'elle combat les islamistes, donc c'est n'importe quoi. Et c'est confirmé par la déclaration de Villepin, l'ancien Premier ministre français, qui vient de dire à propos de cette guerre au Mali, je cite, « Tirons les leçons de la décennie des guerres perdues, Afghanistan, Irak, Libye. Jamais ces guerres, dit-il, n'ont permis de venir à bout de terroristes essaimant dans la région. Au contraire, elles légitiment les plus radicaux. Jamais ces guerres n'ont permis la paix régionale. » Là, je pense que ce point est juste. Et en réalité, le problème, c'est que les terroristes ne sont pas l'objectif de cette guerre, ils sont seulement le prétexte. Et quand on regarde dans la presse, je vais prendre un exemple, c'est celui du quotidien bruxellois, le soir, que je lis tous les jours, mais je vous incite à faire la même chose avec le vôtre. On a ici, mardi 15, un grand dossier, le Mali sera-t-il le nouvel Afghanistan? Voilà, on a pourquoi la guerre, qui entre en guerre, qui est l'ennemi, une carte, on se dit ça y est, on va apprendre tout. Et en réalité, on n'apprend rien d'important. Regardons la carte. C'est chic une carte, mais elle nous montre les moyens militaires engagés, tout ça, et elle nous montre les pays de la région, mais en réalité, elle nous cache l'essentiel. Parce que dans une région, l'essentiel, c'est les intérêts, c'est les richesses. Les 5 principes de la propagande de guerre, c'est cacher les intérêts, cacher l'histoire, se faire passer pour la victime ou le défenseur de la victime, diaboliser l'adversaire et monopoliser, empêcher le débat. On va les voir rapidement. Le plus important, c'est les intérêts, c'est-à-dire, sur cette carte, on aurait dû avoir l'or, le gaz, le pétrole, l'uranium. Où ils sont? Pourquoi on se bat? Et au Mali, c'est un producteur d'or et d'argent assez important. Et quelles sont les multinationales derrière? Il y a plusieurs multinationales occidentales, dont le français Bouygues, qui est sous-traitant. Et l'exploitation de l'or et de l'argent, ça se fait dans des conditions absolument dégueulasses, avec de l'arsenic, du cyanure, et les mineurs crèvent comme des mouches, il y a eu de très longues grèves, et c'est vraiment scandaleux. Et la question du gaz et du pétrole, il y en a dans cette région, on va le voir, et je crois que surtout qu'il faut beaucoup parler de l'uranium. Parce que l'uranium, il y en a au Mali, dans les régions pour lesquelles on se bat, mais il y en a encore plus au Niger voisin. Le Niger est donc le pays qui est juste à côté du Mali, et les affrontements se sont déroulés là aussi. Il y a aussi eu le même genre de problème. Et en fait, le Niger, c'est le numéro 3 et probablement même bientôt le numéro 2 comme pour la production mondiale d'uranium, avec surtout une firme française, c'est un monopole public et privé, qui s'appelle Areva. Le chiffre d'affaires d'Areva, c'est plus important que tout ce que produit le Niger en un an. Et le Niger, en même temps, c'est le pays, sur la liste du développement humain, c'est le pays numéro 174, c'est-à-dire le dernier. Et quand je regarde un peu les données de cette pauvreté, l'espérance de vie au Niger, 49 ans seulement. Taux d'alphabétisation, 28% seulement. Les enfants qui vont à l'école, 38% seulement. Et en plus, donc, l'exploitation de l'uranium, ça provoque un grand problème de déchets, ça provoque des cancers qui sont liés, ça a besoin de beaucoup d'eau, donc les paysans n'en ont pas, donc les famines sont aggravées. Et quand la firme Areva est venue demander quand le président nigérien est venu demander à Areva, on voudrait un peu d'argent pour les enfants de nos écoles, Areva a dit que ce n'était pas son problème. Donc, il faut bien se rendre compte que
cette firme-là, c'est vraiment un bandit au niveau international et que c'est une source de richesse pour certains intérêts privés extrêmement puissants en France. Je cherche d'ailleurs une déclaration de Sarkozy. En février 2009, il déclare, je cite, « Il y a le monde à conquérir en matière d'énergie et la France, qui n'a pas de pétrole et qui n'a pas de gaz, doit devenir exportatrice. » Donc en fait, c'était vraiment un représentant de commerce de l'industrie nucléaire française. C'est un gros truc. C'est lié au monopole de l'électricité. Et les gens qui se font de l'argent grâce à l'uranium, c'est aussi Alstom, et donc Bouygues, de nouveau, TF1. C'est Suez, qui est l'électricien mondial numéro 2. Et donc, c'est des gens comme Albert Frère, c'est tous des gros milliardaires qui dirigent la France, en fait. Et ce qui est important à savoir, c'est que l'uranium, c'est donc une longue filière, depuis l'extraction de l'uranium jusqu'à l'exploitation des centrales nucléaires, et puis le retraitement et tout ça. Et beaucoup de ces segments, c'est pas là qu'on gagne, parce qu'il y a énormément de problèmes d'environnement à cause de l'irresponsabilité, et où on gagne 80% des bénéfices, c'est dans l'extraction justement. Donc c'est ça la question clé. On gagne beaucoup si on ne paye pas les matières premières. On a un peu d'argent de poche au président et rien ne va à la population. Et ça, c'est le problème mondial, le problème global des matières premières. Avec l'argent des matières premières, ou bien on fait comme Chavez ou Evo Morales en Bolivie, on utilise l'argent du pétrole, l'argent du gaz, pour apporter aux gens la santé, l'éducation, du travail, irriguer les champs pour que les paysans puissent vivre, leur donner un travail, les aider, ou bien avec ce fric, on enrichit quelques milliardaires qui, de toute façon, ont déjà beaucoup trop d'argent et qui ne servent à rien en réalité. Et dans le cas du Niger, c'est très intéressant. Areva et tous ces milliardaires se font beaucoup d'argent sur le dos du Niger, et le Mali, où on annonce aussi de l'uranium, c'est la même chose. Et pendant ce temps-là, les populations locales, elles crèvent de faim. Donc ça, c'est le grand problème qu'il faut absolument résoudre. Et c'est pour ça que je dis que la guerre contre le Mali, c'est pas une guerre contre les terroristes, elle a en réalité des cibles qui sont tout à fait différentes. D'abord, il y a les Maliens. Il y a eu, il y a quelques mois, un coup d'État avec des militaires qui en avaient marre des marionnettes imposées par la France, qui se remplissaient les poches, qui étaient vraiment les champions de la corruption, et qu'aucun des problèmes de la population malienne n'était réglé. Donc je pense que le capitaine Sanogo et ces militaires-là, c'est vraiment une cible. Il faut savoir que la France a imposé un embargo sur les armes qui a empêché l'armée malienne de s'armer pour résister à cette invasion. Donc c'est un double jeu très hypocrite de la France. Une deuxième cible, selon moi, c'est le Niger. J'en ai parlé. Une troisième, c'est l'Algérie. Quand on regarde la carte, on voit bien que le Mali, c'est pour ça que c'est stratégique. C'est pas tellement les richesses même du Mali, c'est la position stratégique avec le Niger, avec d'autres pays en dessous, et surtout avec l'Algérie. Et pour moi, l'Algérie était déjà aussi une cible de la guerre contre la Libye, et maintenant avec le Mali encore plus. Pourquoi l'Algérie? Bon, c'est vrai que c'est un gouvernement qui a déjà fait des concessions assez fortes au néolibéralisme. N'empêche que l'Algérie, c'est une cible parce que c'est un gros producteur de pétrole et surtout de gaz. C'est un pays qui garde un secteur public important et c'est un pays qui résiste à Israël. Donc là, il est sur la liste des cibles, c'est très clair, et ça ne va pas s'arrêter. Derrière l'Algérie, selon moi, c'est aussi une guerre contre l'Afrique, dans la mesure où il s'agit de garder ce qu'on appelait le précaré de la France, de garder son jardin. La France veut contrôler ça, veut faire un monopole, éventuellement en alliance, mais coup-ci, coup-ça avec les États-Unis. Mais en tout cas, le grand ennemi, c'est la Chine. Il faut absolument empêcher que l'Afrique soit un partenaire stable de la Chine et fasse des affaires plus intéressantes avec la Chine. Il faut faire une observation, c'est que Kadhafi et l'Algérie, c'était les deux financiers alternatifs de l'Afrique. Quand un pays africain était soumis au chantage de la Banque mondiale, du FMI, c'est-à-dire des États-Unis, de la France, l'Allemagne, etc.,
Il y avait Kadhafi, il y a l'Algérie qui disait on va vous financer tel ou tel projet de développement et ça donnait un ballon d'oxygène aux pays africains. Donc je pense que c'est vraiment une guerre contre l'Afrique. Et d'ailleurs, il y a une déclaration récente. Vous savez, les États-Unis ont mis en place un grand système militaire qui s'appelle AFRICOM. Et AFRICOM, c'est donc l'organisation militaire des États-Unis pour intervenir n'importe où en Afrique et arriver à contrôler les ressources. Arriver à contrôler les ressources et à empêcher la Chine d'être un partenaire qui peut offrir des meilleures conditions aux pays africains. Et donc j'ai une citation ici très claire de Peter Pham, qui est conseiller de l'AFRICOM et qui est attaché à l'Atlantic Council. L'Atlantic Council, c'est un groupe d'experts de droite des États-Unis. L'AFRICOM, dit-il, sert à protéger notre accès au pétrole et autres ressources stratégiques présents en Afrique en abondance. Une tâche, dit-il, qui implique de garantir qu'aucun pays comme la Chine, l'Inde, le Japon ou la Russie n'obtiennent un monopole ou un traitement préférentiel. Ça veut dire que les pays africains n'ont pas le droit de faire du commerce avec qui ils veulent. Ils sont obligés de traiter avec les États-Unis et l'Europe aux conditions imposées par les États-Unis et l'Europe, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de rester pauvres et à genoux, et que si ils n'acceptent pas d'être à genoux, on leur fera la guerre pour le leur imposer. Donc, ce qui est totalement absent de ce compte-rendu du journal Le Soir, mais aussi, j'ai feuilleté Le Monde cette semaine et les autres, tous les médias français, belges et autres répètent la même version qui est la version de leur gouvernement, qui est la version de leur multinationale. C'est une guerre contre le terrorisme, c'est un mensonge très clair, c'est une guerre pour le fric, c'est une guerre pour l'uranium, c'est une guerre pour le contrôle de toutes les ressources de la région, c'est une guerre contre les pays africains. Ça doit être très clair. Et il y a d'ailleurs une certaine rivalité qui intervient dans tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Un deuxième principe de la propagande de guerre, je le disais, c'est cacher l'histoire. On nous parle du Mali, c'est comme si ça venait de commencer hier, on ne nous explique rien, alors que l'histoire des relations entre le pays colonisateur et les colonies, elle éclaire beaucoup. L'histoire de l'Afrique, ou l'histoire de la France-Afrique, montre quoi? Chaque fois qu'un dirigeant africain a voulu que son pays soit indépendant, que les richesses servent à la population et a voulu dire un peu zut aux multinationales, eh bien il a été assassiné. Ça c'est très clair. Vous avez eu Lumumba en 1960-61, assassiné par les États-Unis, la France et la Belgique. Lumumba qui voulait développer le Congo et être indépendant. Vous avez Thomas Sankara au Burkina Faso, vous avez tous les dirigeants du Cameroun, vous avez toute une série d'exemples comme ça. Et dans le cas du Mali, l'histoire de la France, elle est honteuse, elle est abominable, elle n'a absolument aucun droit de dire qu'elle aide le Mali. Il y a eu un premier président élu qui s'appelait Modibo Keïta. C'était un anticolonialiste, c'était quelqu'un qui voulait vraiment développer son pays. La France a organisé un coup d'État, on l'a mis en prison, il a crevé en prison, et on l'a remplacé par Moussa Traoré, un dictateur sanglant et abominable, 23 ans qu'il a fait souffrir les Maliens, et ça c'était le protégé de la France, parce qu'il était au service des intérêts français. Alors vraiment, la France, elle n'a aucun droit de se dire l'ami des Maliens, devrait juste ouvrir une grande tribune de débat sur les crimes de la colonisation française, et que dans les écoles on apprenne ça, et qu'on dise plus jamais. Donc, cacher l'histoire. Un troisième principe de la propagande de guerre, c'est nous faire passer pour ceux qui viennent au secours des victimes, et donc on va présenter nos amis dans la région comme des gens magnifiques et tout ça. On dit maintenant que la France a été appelée par le président malien. Ça c'est un mensonge, c'est un président intérimaire qui n'avait absolument pas le pouvoir de faire ça, c'est une totale marionnette, et la population a directement manifesté contre ça. Dans les marionnettes, on parle aussi de la CEDEAO, donc les États de l'Afrique occidentale, et on dit qu'eux aussi, ils appuient la France. On oublie de dire que ce sont des marionnettes installées par la France au Burkina, par exemple, après cet assassinat, ou bien en Côte d'Ivoire avec Ouattara,
où la France a refusé qu'on vérifie, qu'on compte les résultats des élections et a imposé par la violence son protégé, qui comme par hasard en plus était intérimaire, qui n'avait absolument pas le pouvoir de faire ça. C'est une totale marionnette et la population a directement manifesté contre ça. Dans les marionnettes, on parle aussi de la CEDEAO, donc les États de l'Afrique occidentale, et on dit qu'eux aussi, ils appuient la France. On oublie de dire que ce sont des marionnettes installées par la France au Burkina, par exemple, après cet assassinat, ou bien en Côte d'Ivoire avec Ouattara, où la France a refusé qu'on vérifie, qu'on compte les résultats des élections, et a imposé par la violence son protégé, qui comme par hasard en plus était un grand disciple, un grand employé de la Banque mondiale ou du FMI. Bien. Donc, on est en train de nous dire qu'on vole au secours des victimes, et en même temps, ça va toujours de pair avec le quatrième principe de la propagande de guerre, qui est ce que j'appelle la diabolisation. Il faut absolument raconter des choses épouvantables sur nos adversaires. Alors évidemment, il n'est pas question de justifier ce que font les islamistes fanatiques. Enfin, j'aime pas ce nom-là parce que ce n'est pas un problème de religion, c'est plutôt un problème politique et social, mais bon, il n'est pas question de justifier ça. Il est très possible que certaines populations locales, dans un premier temps, se réjouissent, mais l'analyse qu'on fait dans le soir d'ailleurs, disant que tous les mouvements qui s'opposent dans cette région, c'est Al-Qaïda, ça c'est aussi tout à fait faux et exagéré, manipulateur. Le mouvement Ansar Din, qui était le mouvement contre lequel on se balade dans l'immédiat, au départ c'est un mouvement séparatiste touareg. Il a viré seulement plus tard vers l'islamisme, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec la France aussi est responsable de la montée de l'islamisme au Mali, ça doit être dit clairement. Pourquoi? Parce que les dirigeants corrompus du Mali qui se remplissaient l'argent dans les poches ont mis un peu d'argent de temps en temps aux gens des mouvements séparatistes, mais ils n'ont réglé aucun problème. Je veux dire, s'il n'y avait pas la pauvreté au Mali, à cause des multinationales françaises, les gens ne seraient pas désespérés en train de se tourner vers ces fanatiques islamistes comme étant une solution. En plus, donc, il y a eu clairement dans le passé, et ça non plus, on ne nous en parle pas dans le soir, aussi bien les présidents maliens que la France elle-même ont manipulé, financé, armé ces mouvements séparatistes pour faire pression justement sur les gouvernements et pour imposer leurs conditions. Donc, je crois que quand on nous parle de l'islamisme, il est très important d'analyser en fait les causes générales de tout ça. Et je trouve qu'il y a une grosse hypocrisie sur cette question de l'islamisme, je viens de le dire. Et puis il y a un deuxième élément, c'est le rôle du Qatar dans cette histoire. Le Qatar rachète des clubs de foot, des multinationales, des restaurants en France et dans d'autres pays européens. Donc le Qatar, c'est le grand copain, magnifique, c'est le grand allié contre la Libye et la Syrie. Et là, il y a des choses qu'on doit absolument dire. Je cite ici Roland Marchal, chercheur au Centre d'études à Paris, études et recherches internationales de sciences politiques. Et il dit, de la même façon que le Qatar a fourni des forces spéciales pour entraîner une opposition à Kadhafi, tiens, ça on ne nous disait pas au moment de la guerre, hein, on disait c'est un mouvement spontané, on ne nous a jamais dit qu'en fait il y avait des forces spéciales financées, armées par le Qatar pour renverser Kadhafi. De même, poursuit Marshall, on pense qu'un certain nombre d'éléments des forces spéciales qataries sont aujourd'hui dans le nord Mali pour assurer l'entraînement de ceux qui occupent le terrain, surtout Ansar Din. Et Alain Chouet, ancien chef du service de renseignement à la DGSE française, donc l'espionnage français, ajoute, je cite, ça, je l'ai trouvé dans Afrique-Asie cette semaine, Alain Chouet, donc l'espion français, dit « Le Qatar finance partout et généreusement tous les acteurs politico-militaires salafistes, dont Ansar Din au Mali, dont la branche la plus enragée des frères musulmans, hostile aux Saoudiens, parce qu'il y a aussi toute la rivalité Arabie Saoudite-Qatar, mais, poursuit Chouet, hostile au régime laïque et nationaliste arabe, susceptible de porter ombrage aux pétromonarchies. Donc là, on a un problème quand même, on est dans l'hypocrisie totale.
La France nous dit qu'il faut la démocratie, on est contre le fanatisme, et la France s'allie au Qatar et aussi à l'Arabie Saoudite pour renverser des régimes, des gouvernements qui sont laïques. Donc ça vous montre bien qu'on est complètement dans l'hypocrisie, qu'en fait on cherche les intérêts. D'ailleurs, la preuve de l'hypocrisie de la France, c'est qu'il y avait une solution négociée qui était en train de se mettre en place. C'était l'Algérie qui était à l'initiative, les pays africains aussi. On était proche d'une solution négociée, ça vaut quand même toujours mieux que la guerre. C'est la France qui a foncé parce que je pense que le but de la France, c'est pas qu'il y ait la paix, le but c'est qu'elle contrôle les régions et les ressources. Le cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, c'est ce que j'appelle la monopolisation de l'info, c'est-à-dire empêcher le débat. Ce qui est frappant dans ce journal Le Soir et dans les autres, c'est pas seulement les gens à qui on donne la parole. Bon, là, dans tout ce journal, le seul bonhomme, le seul expert qui est cité, c'est un certain Belge André Dumoulin, qui est en fait attaché à l'école royale militaire belge. Bon, ça veut dire que pour parler d'une guerre, on parle à ceux qui défendent toutes les guerres systématiquement, toujours, et qui ne posent jamais de questions, qui s'intéressent seulement à l'aspect technique. C'est une drôle de manière de concevoir le débat. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les exclus dans tout ça. Il y a les Maliens, il y a des manifestations populaires à Bamako contre l'intervention française, on ne nous en parle pas. Vous avez un dirigeant radical de gauche très populaire au Mali qui s'appelle Oumar Mariko. Il a pris position contre l'intervention. Silence Mariko. Vous avez une femme que j'ai rencontrée qui s'appelle Aminata Traoré, c'était la ministre de la Culture, c'est une personnalité culturelle reconnue internationalement. Elle a lancé et signé en novembre, elle s'attendait à l'intervention française, et elle a lancé une pétition de femmes en disant la guerre c'est pas la solution, c'est pour contrôler nos richesses, les populations et les femmes vont en souffrir, donc elle a lancé une pétition contre la guerre. Silence Aminata Traoré. Et puis vous avez des critiques qui se font jour en Algérie. Bon, l'Algérie, je pense qu'elle n'a pas le choix et elle a peur, et elle a donc une position assez modérée et prudente sur cette affaire, mais il y a des Algériens qui critiquent. Et donc dans ce même journal Le Soir, un journaliste Baudouin-Lhoz, qui est toujours aligné sur les propagandes militaristes de l'OTAN ou de la France, il cite un Algérien qui dit que c'est une guerre par procuration pour défendre les intérêts de la France et des États-Unis, mais tout de suite il place une étiquette, et M. Lhoz dit en Algérie, la complotite n'est jamais loin. Donc vous voyez, quand on s'inquiète que, évidemment, les colonisateurs français, belges, anglais, des États-Unis continuent comme avant à vouloir contrôler les richesses et pas du tout le bien-être des populations, ben là, on fait partie de la grande théorie du complot. Évidemment, c'est très facile à lancer. Il n'y a bien entendu jamais de complot en Belgique, en France, aux États-Unis. Bien sûr, on dit la vérité à tous les citoyens. Bien sûr, quand on dit qu'on fait la guerre pour la démocratie contre le terrorisme, on ne cache rien. Donc, en fait, vous voyez, on est vraiment dans l'exclusion. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on nous dirige vers un faux débat. Le titre du soir, c'est est-ce que c'est le nouvel Afghanistan ? Et est-ce qu'il y a un risque d'enlisement ou d'ensablement? Et donc c'est le faux débat. C'est le débat, est-ce que nous, Européens, on va gagner ou pas? Mais on s'en fout. La seule question c'est, est-ce que c'est moral d'aller faire la guerre dans des pays africains pour contrôler leurs richesses et garder le déséquilibre riche-pauvre au niveau international? C'est ça le vrai débat, et il est totalement exclu. Des gens comme nous n'ont jamais le droit de le poser dans les grands médias. Alors je voudrais juste conclure en disant une chose, c'est que on me demande souvent, est-ce que tous les journalistes sont pourris? Non. Je pense que la majorité des journalistes sont honnêtes et on ne leur laisse pas faire leur travail. En même temps, quand je vois des journalistes qui présentent un dossier comme ça, et à chaque guerre, ils nous font la même chose. Il y a Véronique Kessel, il y a Baudouin-Lhoz, Régnier aussi, qui signent ce genre de dossier. Je veux dire, à chaque guerre, c'est prouvé que c'est faux, et à chaque guerre, on nous rebalance la même version de la guerre et du militarisme. Je crois que le critère quand même pour juger si un journaliste est honnête, c'est de voir s'il accepte le débat, s'il accepte de se confronter. Donc moi j'ai invité les journalistes du soir à des débats sur la manière dont les citoyens sont informés. Ils refusent toujours, je crois que ça c'est un critère important.
Et chacun de vous, faites l'exercice, si vos médias vous ont désinformé de la même manière, écrivez, demandez s'ils accepteraient de débattre avec l'autre point de vue là-dessus. Donc je crois que on est là en présence de médias qui sont vraiment militarisés, de médias qui sont aussi quelque part tout à fait colonialistes, qui donnent la parole aux Belges, aux Français, mais pas du tout à la population malienne à la base, aux Africains. Et je crois que la guerre n'est jamais la solution. Nous avons une très grande responsabilité. Ces guerres-là, on va évidemment nous dire qu'elles sont propres, que tout le monde est content, mais on sait que ça va faire des victimes, on sait que ça va faire des dégâts, on sait qu'après les problèmes seront encore plus graves. Et donc nous avons, nous, citoyens français, belges et européens, nous avons une responsabilité par rapport à ces guerres. Ces guerres vont arranger... il faut savoir qu'elles sont contre les Maliens, contre les Nigériens, contre les Algériens, contre les Africains en général, et aussi contre les Européens. Parce que quand vous allez, avec ces guerres, maintenir le Mali, le Niger, etc. dans la pauvreté, ils vont aller où les gens? Ils vont faire quoi? Ils vont traverser à Gibraltar, ils vont traverser sur des petits bateaux la Méditerranée, ils vont essayer de venir travailler ici. Ou évidemment, ils vont essayer de trouver du boulot pour survivre, et on va cyniquement les utiliser tout en disant qu'on est contre l'immigration sauvage, on va quand même les faire travailler dans la construction, dans le textile, dans les vergers, dans les vignobles, dans toute une série de secteurs, et ça sert au patronat européen, français, etc., à baisser les conditions de travail, à baisser les salaires, à mettre tout le monde en chantage, tout le monde contre tout le monde. Donc c'est des guerres qui sont contre les Africains, c'est des guerres qui sont contre les Français et les Européens, c'est en fait les guerres qui sont seulement au service du 1%. Et si nous voulons que ça s'arrête, il est temps de prendre en main l'information. Si on veut cesser que les médias mensonges manipulent comme ça l'opinion publique, il faut prendre en main une information indépendante, alternative, honnête. Voilà ce que je pense.